Salut à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver dans l'autre 20h. Aujourd'hui, Dolores Baquella nous parle du patron d'Amazon, c'est son Dixit. La météo des luttes fait son grand retour sur le média, désormais tous les jeudis. Et restez avec nous jusqu'au bout. Ce soir, vous retrouvez Arcadia. Julien Gosse reçoit Valérie Cabanès pour nous parler des lois de la nature. Mais tout d'abord, c'est l'actu. L'Europe se serait-elle inspirée de Trump ? Les dirigeants européens veulent faire de l'Afrique du Nord leur muraille de fer anti-migrants. Et comment ? Ils se sont mis d'accord pour élargir à tous les pays de cette région des accords déjà mis en place avec la Turquie et la Libye. Pour résumer, vous bloquez les réfugiés qui transitent chez vous et en échange, nous vous donnons de l'argent. Les ONG contestent ces dispositifs passés avec des pays instables qui parfois même pratiquent la torture. Mais l'Europe fait la sourde oreille. Jusqu'à présent, il s'était tu. Le couple qui a frappé Alexandre Benalla le 1er mai a livré son témoignage au journal Le Monde. Chloé et Georgios racontent être sortis pour fêter les 6 ans de leur coup de foudre sans s'attendre une seconde à recevoir les coups d'un membre de l'Élysée. Georgios raconte « Monsieur Benalla arrive derrière moi, m'attrape par la nuque, m'étrangle, me soulève. Je reçois un coup à l'estomac, un coup sur le visage. Il me tient toujours. Un CRS me frappe derrière le genou avec sa matraque. Je tombe par terre et je reçois un coup de pied final de Monsieur Benalla qui m'écrase le thorax. On n'est rien, on n'avait rien demandé, finit par ajouter Chloé en colère. Voilà comment on fête l'amour désormais à Paris, sous la 5e République, quand on n'est rien d'autre qu'un jeune couple sans histoire. Victoire judiciaire pour Greenpeace. L'ONG écologiste en verdit de plaisir. Elle vient de remporter une victoire judiciaire en appel. Elle avait été condamnée à des amendes en février 2013 pour avoir coupé les immenses filets de pêche industriels français en mer Méditerranée. Il s'agissait pour elle de protester contre la surexploitation du thon rouge. La Cour d'appel de Paris a relaxé l'ONG, estimant que le caractère volontaire des dégradations n'était pas établi. Est-ce que vous connaissez Jeff Bezos, le patron philanthrope d'Amazon ? Non ? Tant mieux. Eh bien, je vous propose de vous faire votre propre avis en écoutant Dolores Baquella, Dixit. Le 13 septembre, Jeff Bezos, qui possède entre autres Amazon et le Washington Post, a annoncé la création d'un fonds d'investissement. Son objectif ? Récompenser les organisations qui aident des familles dans le besoin. C'est beau, n'est-ce pas ? On peut prétendre que la théorie du ruissellement chère à Emmanuel Macron est enfin à l'œuvre. On peut aussi y voir une opération de blanchiment médiatique de la part d'un grand patron qui veut faire oublier que dans sa boîte, on maltraite, on pressurise, puis on jette des salariés épuisés. Alors comment on le sait tout ça ? Grâce aux employés eux-mêmes qui se mettent régulièrement en grève partout en Europe depuis un moment. Ça devrait d'ailleurs interpeller. On le sait aussi grâce aux enquêtes journalistiques minutieuses et implacables publiées à intervalles réguliers. Des enquêtes comme celle par exemple du journaliste James Bloodworth. Il raconte ce qu'il a découvert dans des entrepôts Amazon en Angleterre. Yeah, Amazon was the worst place I worked at when I was writing the book, but it's also the worst place I've ever worked at. The problem wasn't that it was hard work. The problem was that you were punished for things like taking days off sick. So if you took a day off sick, you were given a disciplinary point for that. If you took too long, going to the toilet, you were given a warning and potentially a disciplinary about that. So obviously, I found a bottle of an empty Coke bottle which someone had urinated in one day, which was on the shelf. If you take, 5-10 minutes, if it takes too long to get through security or whatever, you're going to lose your job and then you've suddenly got no income or whatever. Alors on peut toujours se dire qu'en France, le droit du travail nous protège et que les syndicats sont là pour faire barrage. Mais Amazon a plus d'un tour dans son sac. Écoutez ce qu'en dit Alain Jo, syndicaliste CGT. Là, on est en train d'essayer d'implanter une section syndicale sur le site d'Amiens qui a ouvert il y a un an. Ils ont contesté la section syndicale au tribunal. C'est qu'Amazon a mis en place une méthode implacable pour s'assurer une impunité premium. Quand ils sont implantés à Chalon-sur-Saône, là, il y a 6 ans, ils ont eu jusqu'à 4 millions de subventions. Donc je ne sais plus exactement, il y avait une somme par salarié embauché qui leur était donnée par le conseil régional et général. On sait qu'ils ont été assez exigeants sur les infrastructures, quoi. C'est-à-dire qu'ils ont demandé la construction d'un rond-point, alors que dans la commune, il y a un endroit qui est assez accidentogène et où les gens demandent un rond-point depuis des années, ils l'ont pas. Eux, ils ont eu leur rond-point du premier coup. Ils s'implantent généralement dans des bassins d'emploi en difficulté, comme ça, plus facile pour eux, pour faire du turnover.
Ils ont mis en place une offre qui s'appelle The Offer. Ils distribuent de l'argent aux salariés qui veulent quitter l'entreprise. C'est moi qui délire ou ce sont de vraies méthodes de racaille? Le plus rageant, c'est qu'Amazon est un service hyper rapide, hyper pratique, surtout quand on vit dans des zones périphériques, loin de tout. Et ce service hyper cool, il a un prix, la création d'esclaves modernes. Et on finit par ressentir à la fois de la colère devant de telles pratiques, mais aussi de la culpabilité quand on achète, malgré tout, sur ce site. Dans son communiqué, Jeff Bezos pose une question étrange. Où sont les occasions d'améliorer les choses? Je crois que j'ai la réponse. Elles sont là, Jeff, juste sous tes yeux. Pour la saison 2 du Média, habituez-vous à retrouver notre météo des luttes tous les jeudis, une nouvelle formule préparée collectivement par la rédaction sous l'égide de Virginie Crécy. Voyez vous-même. L'histoire n'est pas dans les mots, elle est dans la lutte, disait Paul Auster. C'est la météo des luttes du jeudi 20 septembre. À Amiens, à l'hôpital psychiatrique Philippe Pinel, le personnel soignant entame son 99e jour de grève. Les grévistes ont installé un campement devant l'hôpital où ils dorment depuis désormais 70 nuits. Ils dénoncent la dégradation de leurs conditions de travail, la fermeture de 4 services, la suroccupation des lieux et la dégradation des conditions de soins qui se traduit par le recours excessif à l'isolement et à la contention et parfois même par de la maltraitance envers les malades. À noter qu'Agnès Buzyn n'a pas annoncé de hausse du budget de la psychiatrie dans son fameux plan santé présenté mardi. À Niort, c'est l'hôpital psychiatrique Georges Renon qui est en grève reconductible depuis le 21 août. Comme à Amiens et dans beaucoup d'hôpitaux psychiatriques en France, ils demandent plus de moyens humains et financiers nécessaires tout simplement à leur sécurité et à celle des patients. Face au silence de la direction, ils ont installé un camping revendicatif depuis le 10 septembre. Le mouvement a été rejoint par d'autres services de l'HP qui participent désormais à la lutte. À Leblanc, dans l'Indre, près de 5000 personnes ont manifesté contre la fermeture de la maternité du Blanc, symboliquement vêtue de rouge. Temporairement fermée par l'Agence régionale de santé, la menace d'une fermeture définitive pèse. Les soignants et les habitants demandent la sauvegarde de ce service public en milieu rural qu'ils jugent indispensable. Ce jeudi matin, un grand rassemblement en soutien à Gaël Kirant a eu lieu devant le TGI de Nanterre. La Poste veut-elle faire de Gaël Kirant un délinquant? La question se pose puisqu'il risque une amende de 1 000 € à chaque fois qu'il voudrait exercer son mandat de représentant syndical dans les centres postaux des Hauts-de-Seine. Gaël Kirant était sur notre plateau dimanche dernier. Vous disiez ex-postier, moi je me considère postier. Et mes collègues, ce qu'ils ont dit et ce qu'ils sont en train de dire aujourd'hui dans la grève, c'est pas à la Poste de déterminer quels sont leurs représentants. C'est pas à la Poste de déterminer si elle vire ou pas un représentant syndical. Et de fait, elle a déjà perdu. On est dans une situation assez inédite. Je suis licencié, mais la Poste a perdu le fait que je suis toujours représentant syndical des postiers et des postières. Au col de Montgenèvre, à la frontière franco-italienne, des citoyens s'organisent pour partager leurs expériences et pratiques de lutte contre la fermeture des frontières. Ils ont créé un camping itinérant du nom de Passamontagna, passe-montagne en français, la cagoule qui sert aussi bien à se protéger du froid qu'à cacher son identité, tout un symbole. Pendant 5 jours, ce camping autogéré se déplace sur 2 zones frontalières pour continuer à combattre toutes les facettes du dispositif frontalier. En France et partout dans le monde, les correspondants de presse dénoncent leur situation précaire. À Radio France Internationale, les correspondants à l'étranger se sont mis en grève ce lundi. Ils demandent à ce qu'RFI cotise pour les caisses de retraite et de cotisation sociale des correspondants. Soutenus par les journalistes au siège, ils sont au total 32% à avoir fait grève selon les syndicats. Un jeune journaliste basé en Afrique raconte. Bonjour, alors vous êtes journaliste en Afrique, vous travaillez pour RFI et je vous contacte parce que justement, RFI a décidé début août de cesser de cotiser pour vous. Ça fait déjà 2 ans que la radio ne participe plus au système de protection sociale pour les correspondants. Vous êtes 800 à travers le monde concernés et je rappelle que vous êtes pigistes, donc des précaires.
Depuis 2 ans, les nouveaux correspondants qui partent travailler à l'étranger pour RFI ne sont plus couverts, ne sont plus inscrits sur le système français. C'est-à-dire que RFI continue à cotiser pour ceux qui sont arrivés il y a plus longtemps, mais moi par exemple, comme je suis parti en début d'année, j'ai jamais cotisé. On m'a dit tu y vas et puis on va voir qu'on va trouver une solution. Et donc, qu'attendez-vous de RFI ? Notre revendication, c'est juste de pouvoir continuer à faire notre boulot sans se mettre en danger, de pouvoir, quelle que soit la manière que RFI participe, par exemple, à la CFE, c'est-à-dire la Caisse des Français de l'étranger, qui, pour un correspondant pigiste, est totalement inabordable. Ça peut représenter la moitié de nos revenus. On peut pas payer le loyer, payer les déplacements. Enfin, pour l'instant, là, il y a pas de solution viable. Ce qui reste correspondant maintenant, c'est soit continuer en essayant de frauder, en essayant de passer un peu entre les mailles du filet, et puis rentrer en France, voir si on est toujours sur le système inscrit, peut-être se faire soigner si on a de la chance, ou alors continuer comme ça aussi parce qu'on a envie de continuer ce métier, parce qu'on l'aime, et ouais, puis c'est notre métier, c'est ce qu'on fait, c'est ce qu'on aime faire, ou alors continuer comme ça sans couverture, c'est-à-dire prendre le risque, tous les risques qu'on prend, donc. Ça, on préfère pas trop y penser, mais ou alors, rentrer en France et puis abandonner ce métier, et puis qu'on nous entende plus, et puis surtout abandonner les pays dans lesquels on travaille et dans lesquels il se passe beaucoup de choses, et ce qui serait vraiment, vraiment dommage, quoi. Et vous, avez-vous fait le choix de cotiser au système local ? Non, moi j'ai pas fait le choix en fait de m'inscrire au système local. D'abord parce que le système local, il est catastrophique. Enfin, la santé ici, c'est un véritable désastre. Et j'en fais des reportages régulièrement qui passent à l'antenne. Les gens ont peur d'aller à l'hôpital, quoi. Ce que j'ai fait, en fait, c'est que j'ai simplement pas déclaré en France que je partais m'installer à l'étranger. J'ai fait comme si je restais en France, comme si j'étais toujours en France, pensant tous les jours que il y a un moment ils vont s'en rendre compte, ils vont me demander de rembourser les quelques prestations que j'ai pu faire rembourser. Donc voilà, je me dis que de toute façon c'est hyper précaire, ça va pas durer longtemps, ça va me tomber dessus un jour ou l'autre, ils vont s'en rendre compte. Ce qui de toute façon va se terminer, puisque a priori à partir de l'an prochain on aura un prélèvement à la source. Peut-être RFI va te dire en quelque sorte qu'on n'est plus en France, plus déclaré, donc on sera de toute façon plus dans le système, et ça sera un peu lâché dans le vide, quoi. Et pour soutenir la lutte des postiers, je vous propose d'acheter leur calendrier en cliquant sur le lien qui s'affiche ci-dessous. Vous y retrouverez des photographies de ceux et celles qui battent le pavé, également la signature de grandes figures du mouvement social comme Elie Domota, Audrey Vernon, François Ruffin ou encore Assa Traoré. Et n'oubliez pas de commenter, de liker, de partager nos contenus, de nous retrouver sur les réseaux sociaux. Découvrez notre nouvelle page Facebook, le Média TV, et invitez vos amis, abonnez-vous, faites vivre un journalisme libre et indépendant. Merci de votre fidélité, à demain.